Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Les 3 religieux enlevés au Cameroun le 4 avril dernier ont été libérés ce dimanche. Les gouvernements italiens et canadiens saluent l'implication personnelle du chef de l'État, Paul Biya. Nouvelle attaque sanglante au Nigeria. Plus de 40 personnes ont perdu la vie ce dimanche dans l'explosion d'une bombe dans un stade de football de la ville de Mobi, au nord-est du pays. Et puis au Mali, les organisations de la société civile veulent optimiser la lutte contre la mauvaise gestion des fonds publics et pour ce faire, elles militent pour le renforcement des contrôles internes. Les 3 religieux enlevés au Cameroun il y a 2 mois ont été libérés et remis aux autorités du pays dans la nuit de samedi à dimanche. Une libération qui témoigne de la volonté du Cameroun de lutter contre les organisations terroristes sur son territoire. Les précisions de Guillaume Durand. Ils avaient été kidnappés dans la nuit du 4 au 5 avril 2014 dans leur paroisse de Tcher, à une vingtaine de kilomètres de Maroua, capitale de la province de l'extrême nord. 2 prêtres italiens et une religieuse canadienne ont été libérés après 2 mois de captivité. Ces derniers se portent bien selon un communiqué de la présidence camerounaise. La libération de 2 prêtres, l'Italien et une religieuse canadienne, montre en effet la volonté du président Paul Biya de mettre en accord son discours de Paris sur le sommet contre Boko Haram et sa décision pratique de lutter effectivement contre cette organisation terroriste. Si aucune revendication de cette prise d'otage n'a été enregistrée, les services de sécurité camerounais l'attribuent à Boko Haram. Le groupe islamiste terroriste nigérian avait en effet déjà enlevé un prêtre et une famille française en 2013 avant de les relâcher. Cette libération témoigne en tout cas de la volonté camerounaise de lutter contre ce type d'organisation. Il faut saluer l'action du président Paul Biya qui lui-même a déjà réussi à libérer des otages, la famille Moulin-Fournier, le prêtre Van den Deus, et donc on voit très bien que de manière très réaliste, le président Paul Biya prend à cœur cette question qui est une question fondamentale. Il a reçu le président Idriss Déby Itno pour mettre en place une plateforme pratique. Le Cameroun a par ailleurs déployé 1 millier de soldats à la frontière avec le Nigeria pour faire face à la menace Boko Haram. Les forces de sécurité auraient tué une quarantaine de combattants islamistes lors de récents affrontements selon les médias camerounais. En Mauritanie, la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 21 juin débutera le 6 juin prochain. Outre l'actuel président Ould Abdelaziz, les 4 autres candidats à ce scrutin sont l'ancien ministre des Finances Bouadiel Ould Oumed, l'ancien journaliste Ibrahima Mokhtar Sarr, la candidate indépendante Lala Mariam Mint Moulay Idriss et le militant anti-esclavagiste Biram Ould Abeid. Rappelons que l'opposition radicale boycotte toujours ce scrutin. 2 attentats à la bombe ont fait plus de 50 victimes ce dimanche au Nigeria, endeuillant de nouveau le pays. Pour l'heure, les attaques n'ont pas été revendiquées, mais tout porte à croire que c'est la secte islamiste Boko Haram, particulièrement active au Nigeria, et coupable notamment de l'enlèvement mi-avril de plus de 200 jeunes lycéennes. Les précisions d'Amira Benjabala, Jean-Pierre. Plus de 40 personnes ont été tuées ce dimanche 1er juin dans l'explosion d'une bombe qui visait des supporters en train de regarder un match de football à Mubi, au nord-est du Nigeria. Une autre déflagration dans un local de retransmission de matchs de football à Gavan a tué au moins 14 personnes. Un total de 54 victimes en une journée. Si Boko Haram n'a pour l'instant pas revendiqué ces attaques, les soupçons se portent sur cette organisation terroriste très active ces derniers mois au Nigeria. Une nébuleuse que l'armée, pourtant efficace, a du mal à arrêter. Le Nigeria est une armée très puissante, une des meilleures de l'Afrique, mais une armée très spécialisée au niveau de l'offensive, c'est-à-dire une guerre mécanique, une guerre de combat sur un front. Or, il est confronté à des attentats, à des enlèvements, et cette armée n'a aucune spécialisation sur la lutte contre le terrorisme, et sa police, ses services de renseignement ne sont pas développés pour contrer un tel ennemi.
La lutte contre Boko Haram et plus généralement contre le terrorisme est désormais une priorité du Nigeria, mais aussi de la sous-région. Une lutte qui a d'ailleurs fait l'objet de sommets visant à définir une stratégie commune, mais qui ne semble pas suffisante pour l'instant. L'État nigérien devrait s'investir au niveau du renseignement humain, ne pas privilégier seulement les écoutes ou les surveillances aériennes telles que c'est proposé et aujourd'hui en activité par les Américains, surtout infiltrer Boko Haram et essayer d'avoir des moyens, des chiens pour détecter les explosifs et dans les milieux où il y a beaucoup de gens et au niveau des routes aussi pour détecter il n'y a pas de transport d'explosifs ou autres moyens qui font du mal à la population. À noter que Mubi et Gavan font partie de l'État d'Adamawa, l'un des 3 États du nord-est du Nigeria, placé depuis plus d'1 an sous état d'urgence. Purger la Libye des groupes terroristes, c'est la mission de l'opération Dignité, dirigée par l'ancien général Khalifa Haftar. Et pour mener à bien cette mission, ses forces sont à pied d'œuvre dans la région de Benghazi. Elles ont bombardé ce dimanche des bases suspectées d'être occupées par le groupe islamiste Ansar al-Sharia, une offensive décriée par le gouvernement libyen. Chaque année au Mali, plusieurs services et organisations de la société civile émettent des rapports sur la gestion des fonds publics, des recommandations qui ne produisent pas l'effet escompté du fait de la lenteur du traitement des documents en question. Et pour certains analystes, il est donc nécessaire de penser à d'autres moyens pour lutter efficacement contre la mauvaise gestion. Reportage de notre correspondant Idrissa Sangaré. Au Mali, les différentes structures de contrôle font des rapports de vérification chaque année et des recommandations sont produites afin de lutter contre certains manquements dans la gestion des fonds publics. Pour les organisations de la société civile et certains élus, il faut intensifier le contrôle à l'interne afin de prévenir ces abus de gestion. La vérification, c'est bon, mais souvent les rapports tardent à se réaliser. Il n'y a pas de suivi pour les rapports. Souvent, les rapports sont en retard par rapport à la modification des décrets, par rapport à la modification des articles. Bon, maintenant, moi, à mon avis, pour vraiment lutter contre la corruption, vraiment, il faut améliorer, intensifier les contrôles internes au niveau des services publics. Plusieurs services de contrôle interne travaillent à la bonne gestion des fonds publics, mais le plus souvent, ces services sont confrontés au manque de personnel qualifié. Il n'y a pas de difficulté majeure par rapport à sa mise en œuvre. Maintenant, il faudrait que les différentes structures de l'administration appliquent les dispositions de la stratégie nationale du contrôle interne. Je pense que ça, c'est la première chose à faire. Maintenant, par rapport à la mise en œuvre, il faudrait tout simplement former les agents, former les cadres, c'est vrai. Il peut y avoir un problème de ressources humaines, mais je pense que par la formation, les structures peuvent surmonter ces difficultés. Afin de prévenir les abus et mieux contrôler les services financiers, une loi a été votée en mai 2014 par l'Assemblée nationale afin de poser des restrictions aux responsables, mais aussi renforcer les agents de contrôle pour une lutte efficace contre la corruption et la délinquance financière. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.